Bonsoir, bienvenue à JE. C'était un geste pour m'atteindre moi profondément. Ce soir à JE, quand l'organisme chargé d'aider les victimes d'actes criminels manque de cœur. Ils nous mentent, effrontément. Une gang de 5 heures. Pour moi, c'était une évidence que je sois une victime. Mais... Des dizaines et des dizaines de personnes déjà profondément ébranlées par un crime sont ensuite victimes de l'IVAC. Il faut leur prouver continuellement que oui, que c'est nous autres qu'on est des victimes. J'ai été quand même surprise de constater une gestion froide du programme de l'IVAC. Ce soir à JE, nous levons le voile sur ce que vivent des dizaines et des dizaines de personnes ici au Québec. Des victimes d'actes criminels qui sont ensuite victimes de l'organisme chargé de leur venir en aide. Ce soir, quand l'État s'acharne sur des personnes déjà durement éprouvées. Je n'avais jamais appréhendé qu'il peut tuer le bébé. Jamais, jamais, jamais. Ça ne s'est même pas passé dans ma tête. Là, quand je le cherchais, je pensais juste qu'il veut se venger, il est allé à quelque part, il va ramener plus tard. J'aurais jamais pensé qu'il pourrait faire ça, jamais. C'était le 5 juillet 2015. Martha Repkowska a perdu son plus jeune enfant, Adam, dans des circonstances plus que tragiques. Le petit garçon de 10 mois a été assassiné par son père, qui s'est ensuite enlevé la vie dans le cabanon, à l'arrière de la résidence familiale. Rafal Zembowick n'acceptait pas la séparation. Comment un père peut tuer son propre enfant? Il ne vous viendrait jamais à l'idée de remettre en question l'impact dévastateur de ce drame sur la vie de cette mère et de ses 3 enfants. J'allaite mon bébé parce que je l'allaitais encore, puis je quitte pour aller à la messe en lui écrivant que je vais être de retour en après-midi, mais je calcule les 4 heures parce que j'allaitais mon bébé aux 4 heures. Donc je l'écris soit là vers 15 heures. Je l'allaite, je dépose dans sa bassinette. C'est la dernière fois que je vois le bébé. J'avais pas le choix, il fallait que je recommence à travailler. C'était très difficile parce que j'étais très fragile. Je travaillais dans le foyer de groupe, j'étais pas... Puis j'avais des périodes que je pleurais au travail. Je sais que je ne devrais pas le faire. Puis je voulais pas que mon médecin m'arrête parce que j'ai calculé financièrement, je ne pourrais pas arriver. Véronica, 17 ans, qui reste silencieuse à côté de sa mère tout le temps de l'entrevue, refoule ses émotions. Elle a subi un violent choc post-traumatique. Elle fait partie de ceux qui ont trouvé son frère et son père dans le cabanon. Ma fille, avec les fiancés de ma grande, ils sont mis courir avec les policiers en arrière de la maison pour montrer où est-ce qu'il y a les cabanons, puis ils ont ouvert la porte. Là, j'ai entendu un hurlement. Là, j'ai compris quelque chose de grave qui est arrivé. Et pourtant, 15 mois après le drame, cette mère de famille se bat toujours contre l'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Un organisme gouvernemental fondé en 1972 pour aider les victimes qui ont besoin d'assistance médicale ou de compensation financière lorsqu'incapables de travailler. Mais ici, l'IVAC refuse. De la façon qu'ils nous retournent la demande à chaque fois, elle refuse parce qu'on n'était pas des témoins directs. C'est ça la réponse qu'on a. On n'est pas des victimes parce qu'on n'était pas des témoins directs. Le problème, l'IVAC, est si important, les plaintes sont si nombreuses, que la protectrice du citoyen a ouvert une enquête sur la façon dont l'organisme traite les victimes. L'essentiel des plaintes, c'est beaucoup le manque de considération, l'incompréhension du dossier, l'interprétation trop stricte de la notion de victime ou de proche d'une victime. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Il y a tellement de papiers à remplir, puis il faut leur prouver continuellement que oui, que c'est nous autres qu'on est des victimes. On est des survivants d'un terrible drame, puis on est laissés à nous-mêmes. Il ne fait aucun doute pour Martha Repkowska et ses enfants qu'ils sont les victimes de Rafal Zembowick, qui l'a tué Adam pour atteindre le reste de la famille. L'enquête du coroner a d'ailleurs permis d'établir que l'homme de 39 ans avait développé un trouble psychotique, un délire de persécution, suivi d'une profonde dépression non diagnostiquée par un médecin. Bref, qu'il souffrait d'une grande paranoïa qui a transformé la vie de sa famille en cauchemar.
Je ne travaillais plus, il ne me donnait plus d'argent. Il achetait des choses, puis il écrivait son nom sur les boîtes, sur la nourriture. On n'avait pas le droit de l'ouvrir. Il y avait des mineurs, il y avait les bébés, puis Véronica. J'ai été quand même surprise de constater jusqu'à quel point il y avait une gestion froide du programme de l'IVAC, une gestion basée beaucoup sur des impératifs administratifs, économiques, sans référer à la finalité première de ce programme, de ce régime, qui s'adresse encore une fois à des personnes d'une vulnérabilité. On peut imaginer si on est victime de tels actes et qu'on survit ou qu'un proche en a été victime, notre enfant, notre conjoint, la situation dans laquelle on est, notre vie change du jour au lendemain. Moi, je pense que des victimes comme nous autres, là, on devrait être considérés victimes directement après un drame comme ça. Il ne faut pas se poser des questions. Puis il ne faut pas prouver aux autres qu'on est des victimes, parce qu'on est des victimes. Tous les dommages qu'on subit maintenant sur toutes les sphères de la vie, c'est pas juste psychologique, c'est financier, c'est relationnel. On se pose des questions sur nous-mêmes. Combien de fois je me culpabilisais, j'aurais pu faire quelque chose pour éviter ces drames-là. La vie n'est pas pareille. Le profil du bon travailleur, de l'employé de l'IVAC empathique dédié, c'est une personne en relation d'aide. C'est clairement pas. Et c'est une perle rare. Il y en a beaucoup dans le réseau de la santé et des services sociaux. C'est peut-être plus une perle rare à l'IVAC. Martha Repkowska a compris jusqu'à quel point son ex-conjoint lui en voulait, à elle et ses enfants, en constatant qu'il avait changé son testament 6 semaines avant de passer à l'acte. Il a déshérité ses propres enfants pour léguer son argent aux membres de sa famille. Qu'est-ce que je pense d'IVAC? Qu'ils ne prennent pas au sérieux les vraies victimes. Moi, je pense que des criminels ils ont plus de droits. Exemple, ils ont respecté les droits de mon ex-mari qui nous a déshérités parce que c'était notarié. Donc moi, je ne peux plus contester le testament. Donc ces droits sont respectés. Puis nous autres, il a fait ça d'une façon préméditée pour nous appauvrir aussi. C'était vraiment la vengeance extrême. Dans un instant, à JE, devoir se battre contre l'organisme censé vous aider quand l'État ajoute à un drame. L'IVAC est donc censé aider, soutenir les personnes qui sont plongées dans des drames souvent épouvantables. Mais voilà que ces victimes d'actes criminels doivent ensuite se battre pour obtenir justice. Le combat de David contre Goliath. Il y a 6 ans presque maintenant, mon fils est décédé. Il a été tué par son père par pendaison. Puis celui-ci aussi s'est suicidé de la même façon. Difficile d'imaginer pire drame pour une mère. 1 an après la rupture difficile avec le père de son enfant, Caroline Poisson voit sa vie s'effondrer. Son ex, Serge Vézina, n'acceptait pas la séparation. Le geste a été commis pour m'atteindre moi. Oui, c'est mon fils qui est décédé, mais le geste, c'est un geste de vengeance. C'était un geste pour m'atteindre moi profondément. Donc, pour moi, c'était une évidence que je sois une victime, mais là, l'IVAC ne le reconnaissait pas. L'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Un organisme provincial supposé aider, indemniser et payer certains soins aux victimes. Je me souviens d'une fois, j'avais appelé, puis il m'avait demandé c'est qui la victime. Je dis c'est moi. Mais non, c'est pas vous, c'est votre fils. On se fait répondre des affaires comme ça. Pour être reconnue comme victime, Caroline Poisson, comme bien d'autres, a vécu un véritable chemin de croix. C'est après 2 ans de bataille que j'ai été reconnue comme une victime, mais j'ai dû me battre pour ça. Retour sur ce drame qui s'est déroulé dans cette résidence de Sainte-Julie le 25 janvier 2011. Serge Vézina était furieux parce qu'un juge venait de lui accorder qu'une fin de semaine sur 2 avec son garçon. Après le premier week-end, il n'a pas amené Jérémy à la garderie comme prévu. Caroline Poisson s'est précipitée chez son ex. La voiture était dans l'entrée. Parce que j'étais inquiète de ne pas voir mon fils à la garderie ce matin-là. Et je me suis présentée chez mon ex et là, ça ne répondait pas à la porte. Je voyais que l'auto était dans l'entrée, donc je savais qu'il était dans la maison. Je me souviens de voir en arrière, sur la table de cuisine, un sac de popcorn. Je savais qu'il y avait eu de la vie dans la maison dernièrement. Donc, j'ai appelé la police. C'est la police, quand est arrivée, qui a défoncé la porte. Mais j'étais présente sur place avec les policiers. C'est là qu'ils ont fait la découverte des 2 corps dans le garage, pendus. Il y avait sur un mur, dans le garage,
Une photo de Jérémy et une note qui se terminait par « Je lui ai promis que papa serait toujours là pour lui, alors voilà, réunis pour l'éternité ». Après avoir essuyé 3 refus pour être indemnisée par l'IVAC, Caroline Poisson a dû venir ici, au tribunal administratif du Québec, pour témoigner, pour faire renverser la décision. Elle a dû revivre de douloureux souvenirs pour convaincre les 2 juges qu'elle est bel et bien une victime. Il a fallu que je leur raconte que pendant 1 an et demi de temps, j'avais de la misère à m'occuper de moi, que j'étais en arrêt de travail, que j'avais de la misère à me garder la tête hors de l'eau. Pour l'Association des familles de personnes assassinées et disparues, l'IVAC ne fait qu'appauvrir les victimes. Il reste beaucoup à faire au niveau de la loi d'indemnisation des victimes. Il faut premièrement les reconnaître parce que ces gens-là ne sont pas reconnus, sont des proches de victimes. Les proches de victimes ont droit à 30 séances de psychothérapie, c'est tout. Donc, on fait quoi si on n'a pas d'assurance collective, si on n'a pas de soutien du revenu, si on n'a pas un conjoint qui peut nous aider? On se retrouve dans un appauvrissement, puis on se retrouve qu'on n'a pas le choix de retourner au travail. Chaque jour après l'audience, Caroline Poisson allait vérifier sa boîte postale. Elle attendait la décision du tribunal qui est arrivée 3 mois plus tard. Elle a obtenu le statut de victime avec séance de psychothérapie et médicaments remboursés à vie, une compensation salariale pour l'année et demie où elle a été en arrêt de travail, ainsi qu'une rente mensuelle pour le reste de ses jours. Depuis 1972, la loi n'a pas changé. La définition de victime est toujours la même. Victime directement d'un acte criminel, ça c'est on a reçu un coup de couteau, on a été agressé sexuellement, ça c'est victime directement. Ou à l'occasion. Donc, si vous avez assisté à un crime, si vous avez trouvé un cadavre, si vous êtes intervenu alors que la scène de crime est encore bouillante, encore active, vous êtes victime aussi, à l'occasion d'un acte criminel. Alors, l'IVAC ne tient compte que de la première partie de la définition. Pour elle, la victime, c'est celle qui a reçu un coup de couteau, c'est pas celle qui l'a ramassé. Et c'est une application qui n'est pas très honnête de la loi, parce que ça fait 44 ans qu'elle existe. Il aurait dû comprendre ça, mais il y a quand même des jugements de cour qui ont interprété la loi de façon positive pour les victimes. Le 2 décembre 2012, Patrick Desautels reçoit un appel de la grand-mère maternelle de ses 3 enfants, alors qu'il est dans sa voiture. Elle lui dit « Appelle la police, elle a noyé les enfants ». Patrick se précipite à l'appartement de son ex. En arrivant, la grand-mère est sur le balcon, il entre. Ce qu'il a vu à l'intérieur le hante toujours. Malgré tout, l'IVAC refusait de l'indemniser. Parce que selon le sens de la loi, de la manière que c'est écrit, c'est il faut que j'ai été là, j'ai été présent, durant l'acte. Puis, si c'est pas le cas, puis j'ai pas de blessure, il faut que j'aie eu des blessures. Patrick Desautels a été le premier à se faire reconnaître comme victime en faisant appel au tribunal administratif du Québec. On a gratté le bobo à toutes les fois. Hey, oublie pas, là, hein, tes enfants sont morts. Hey, oublie pas, t'es pas une victime, là. Tu te bats pour être une victime, mais t'es pas une victime, tes enfants sont morts. On gratte, puis on gratte, puis on gratte. Fait que c'est sûr que tu t'en sors pas. Fait que le deuil est beaucoup plus long. C'est odieux, parce que du fait que vous êtes refusé, peut-être que vous n'irez pas plus loin, parce que vous prenez pour acquis que votre gouvernement vous dit la vérité. Les fonctionnaires ne sont pas là pour nous mentir, ils sont là pour nous servir. Or, ils nous mentent, effrontément. Alors, ça fait en sorte qu'il y a des droits qui se perdent parce que le gouvernement ne fait pas son travail, qui consiste à informer honnêtement les victimes sur l'étendue de leurs droits. Quand on passait au tribunal administratif, eux autres, ils l'ont interprété de façon plus large. Oui, c'est mes enfants qui ont écopé, mais c'était pas dirigé vers eux, c'était dirigé vers moi. La personne ne voulait pas que je voie mes enfants. La seule façon qu'elle a trouvée pour que je ne puisse pas le faire, parce que le juge lui avait enlevé la garde, c'était de leur enlever la vie. Comme ça, elle était sûre que je les aurais pas. On prend où l'énergie pour continuer, là? Je pense qu'il y a un désir profond de se battre. Il y a un désir profond d'honorer mon fils, de lui rendre justice. Dans un instant, à JE, quand l'IVAC se fait sonner les cloches par les tribunaux, n'est-il pas le temps de changer l'IVAC ou ses dirigeants?
Le 15 septembre dernier, la protectrice du citoyen a publié un rapport dévastateur sur la gestion et sur les dirigeants de l'IVAC. Mais rien n'a changé. Mais voilà maintenant que ce sont des tribunaux qui font à leur tour la leçon à l'IVAC. Je me suis battue avec Goliath. Maintenant, je peux vivre en paix, respirer, puis passer à autre chose. Mon nom est Nadine Briand et je suis la maman de Lindsay et Karen Briand-Marcoux qui ont été assassinées le 10 juillet 2012 à Warwick. Le combat contre Goliath dont parle Nadine Briand, c'est la lutte de 4 ans qu'elle a menée contre l'IVAC pour se faire reconnaître comme victime. Et elle vient de gagner. Vous pensez quoi de l'IVAC? Sérieusement, une gang de son cœur. C'est dans la nuit du 10 juillet 2012 que Jocelyn Marcoux, son ex-conjoint, a amené ses 2 enfants dans son garage pour ensuite y mettre le feu. C'est en regardant la télévision le matin que Nadine Briand a appris que son univers s'effondrait, que ses 2 enfants venaient d'être assassinés. Vous avez tout vu à la télévision, ce qui est démontré ce matin? Tout vu de A à Z. J'ai vu dans l'après-midi les 3/4 dans les sacs blancs qu'on dit. Nadine Briand ne vivait plus avec le père de 2 de ses enfants depuis 10 ans. Leur vie n'était qu'une succession de disputes devant les tribunaux pour la garde de Lindsay et Karen. Avant de passer à l'acte, Jocelyn Marcoux lui a envoyé plusieurs textos troublants. Il avait même écrit sur Facebook qu'il craignait qu'elle ait la garde des enfants à plein temps lors d'une audience en cours qui devait avoir lieu la journée même. Ils ont été utilisés comme des pions, comme dans un jeu d'échecs. C'est une histoire entre 2 adultes, entre lui et moi. C'était à moi qui devais s'en prendre pour les enfants. Comme bien d'autres, l'IVAC refusait de la reconnaître comme victime. Elle s'est retournée vers le tribunal administratif du Québec qui lui a également refusé le statut de victime. Nadine Briand a joué le tout pour le tout en faisant appel aux tribunaux. Le juge François Huot de la Cour supérieure lui a finalement donné raison. C'est un jugement brillant du juge Huot. Et on espère qu'ils vont s'en éclairer. Vous êtes fiers? Oui, on est très fiers. Pourquoi? Parce qu'on y croyait. Parce qu'on a perdu. Parce qu'on a perdu. Parce qu'on a perdu. Et on savait qu'on avait raison. Et on s'est battu. Et on l'a soutenu. Sans Mme Briand, pas de combat. Un âpre combat mené par les avocats Fabien Jean et Marc-Henri. Mme Briand est une victime. Que bien qu'elle n'était pas sur les lieux du crime, qu'elle était la personne visée. Ce qu'on a proposé au tribunal, c'est la notion de victime virtuelle. Il faut adapter notre époque à la technologie et aux médias. Vous êtes présents. Vous avez rendu Mme Briand présente sur les lieux du crime ce matin-là. C'est un jugement qui va ouvrir la voie aux demandes d'indemnité des victimes d'actes criminels. Ça, c'est sûr. Là, ça va avoir des conséquences importantes dans le futur, j'en suis convaincu. Là. Il est temps que le tribunal administratif et que l'IVAC cessent de mettre des conditions qui n'existent pas dans la loi. C'est-à-dire pour eux d'être présents sur les lieux du crime. Dès qu'elle a été reconnue comme victime, Nadine Briand est venue ici, son havre de paix, auprès de ses amours. Je suis venue les remercier. J'y restais très longtemps. Je dis enfin, les enfants, on a gagné. Alors, Denis, la protectrice du citoyen qui dénonce l'IVAC, les tribunaux qui renversent bien des décisions de l'IVAC, mais rien ne change. C'est quand même une question toute simple. Est-ce que c'est pas le temps de changer l'IVAC ou de changer les dirigeants de l'IVAC? Paul, après ce qu'on vient de voir, c'est une question qui est plus que pertinente. L'IVAC ne semble pas considérer avoir de compte à rendre au public. Nos demandes d'entrevue ont été refusées. Qu'un simple courriel, on nous dit ne jamais commenter de cas en particulier. Pourtant, c'est clair qu'il y a un sérieux problème à l'IVAC. La protectrice du citoyen l'a très bien noté dans son rapport d'enquête sur l'IVAC. Le nombre de plaintes de citoyens augmente constamment, Paul. Donc, il y a le fond, mais il y a aussi la lenteur bureaucratique de l'IVAC qui est dénoncée. Et ces délais sont dénoncés pour à peu près tout le monde. Et là, on parle de délais pouvant aller jusqu'à 4 mois avant de recevoir un premier paiement, alors que la protectrice du citoyen dit, écoutez, il faut ramener ça à 1 mois. La protectrice qui reproche à l'IVAC son interprétation rigide de la loi, ça pénalise les victimes, la complexité des formulaires de demande. Et Paul, la liste est très, très longue. Cela fait dire à plusieurs, comme on l'a entendu dans le reportage, que l'IVAC n'a pas de cœur. Merci, Denis.
La semaine prochaine à JE, on vous présente un reportage très touchant. Vous vous rappelez de Luc Cousineau qui a composé et chanté des mélodies qui ont marqué nos vies. Il est atteint de la maladie de Lou Gehrig, une maladie qui ne pardonne pas. Harold Gagné a accompagné Luc Cousineau au cours de la dernière année, alors que la maladie a gagné beaucoup de terrain. Luc Cousineau sait qu'il n'en a plus pour très longtemps et suivez avec nous son cheminement, son grand courage et surtout, la grande leçon de vie qu'il nous donne à nous tous. Vraiment, j'étais un gars en forme et en santé. Je sortais du studio, je venais de finir un album. Tout était magnifique, ma vie allait parfaitement bien. Et tout d'un coup, on perd tout ce qui est musculaire. Moi, c'était les mains, les bras. J'ai été attaqué où je gagnais ma vie, à écrire et à faire de la musique. Je vous le rappelle, vous avez de l'information ou des commentaires à nous transmettre, n'hésitez pas. Écrivez-nous, écrivez-moi. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là. Mon nom est Paul Larocque, au nom de toute l'équipe de JE. Je vous dis à la semaine prochaine.